Je m'appelle Elias Vance et je viens des plaines poussiéreuses d'Amarillo, au Texas. Mon éducation était une tapisserie tissée de 3 fils distincts. L'arôme riche de l'adobo et du pansi mijotant, les rassemblements bruyants de ma famille élargie et les hymnes réconfortants de la messe du dimanche. Ces 3 piliers, si essentiels à mon héritage philippin, pourraient se résumer en 3 directives simples mais profondes. Vivre avec bonté, agir avec intégrité et garder la foi. Il y avait un mot, une seule syllabe en tagalog, qui avait une immense puissance pour moi, Anak. L'entendre prononcé par ma mère, Isabella, ou mon père, Ricardo, c'était comme être enveloppé dans une chaude étreinte, une expression tangible d'amour inconditionnel. Cela signifiait « mon enfant, mon fils », mais pour moi, cela résonnait avec une signification plus profonde, une acceptation pure et intacte. À 24 ans, je me suis retrouvé dans la jungle de béton de New York, poursuivant le rêve insaisissable d'orner les scènes de Broadway. Au milieu des auditions et des rejets, au milieu de l'agitation incessante, j'ai vécu un autre changement profond. Je suis tombé amoureux. C'était une promesse que je m'étais faite, un vœu silencieux que lorsque l'amour me trouverait, je le partagerais avec mes parents. Par coïncidence, cet éveil émotionnel a coïncidé avec un autre événement capital. J'ai décroché le travail de mes rêves, une chance de me produire et de chanter dans le royaume magique de Disney World. Cela signifiait un retour précipité au Texas, un tourbillon de 24 heures pour mettre ma vie dans des valises et, plus important encore, pour tenir cette promesse longtemps reportée. Bien que ma relation se soit terminée brutalement juste avant mon départ, la profondeur de l'amour que je ressentais pour un autre homme restait indéniable. Le vol de retour était un voile d'émotions conflictuelles. L'excitation pour le nouveau travail luttait avec le lourd poids de la conversation imminente. Descendre de l'avion et sentir la chaleur texane familière était surréaliste, comme si j'étais à cheval sur 2 mondes. J'ai conduit directement à la maison familiale, la maison de stuc familière avec sa pelouse méticuleusement entretenue. Mes parents se préparaient à aller travailler, la routine matinale habituelle battait son plein. Ma mère était dans le garage, sur le point de monter dans sa voiture, une berline bleue délavée qui était dans notre famille depuis des années. Je l'ai interceptée, en posant fermement ma main sur la portière passager, l'empêchant de la fermer. Elle m'a regardé, un point d'interrogation gravé sur son front. Le parfum de son parfum floral a empli l'air, un réconfort familier qui s'est soudain senti étranger. « Maman, commençai-je, ma voix tremblant légèrement, j'ai quelque chose à te dire. » L'urgence du matin était palpable, le cliquetis de la vaisselle venant de l'intérieur de la maison, le grondement lointain du camion d'un voisin. Ce n'était pas le cadre idéal, mais je savais que je ne pouvais plus attendre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai prononcé les mots qui me pesaient depuis si longtemps. Je suis gay. L'énergie vibrante qui rayonnait habituellement de ma mère sembla s'évanouir. Son visage pâlit, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Le soleil texan, habituellement si brillant, sembla s'assombrir. « Laird Devon-Lord. »« Non, tu ne le es pas, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Mon père, qui était à l'intérieur, sortit de la maison, attiré par le changement soudain d'atmosphère. Il me jeta un coup d'œil, puis à ma mère, ses sourcils froncés. « Nous réglerons ça demain, » dit-il sèchement, avant de monter dans son propre véhicule et de partir. La portière de la voiture claqua, le bruit résonnant dans le silence soudain. Cette nuit fut agitée. Je me suis retourné sans cesse, rejouant la scène dans ma tête, anticipant la conversation à venir. Le lendemain matin arriva avec un lourd voile. J'ai été réveillé par le bruit des sanglots de ma mère, un bruit déchirant qui traversa la maison tranquille. En descendant les escaliers, je l'ai trouvé dans le salon, ses mains tendues vers moi, son visage marqué par la douleur et la confusion. « Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce arrivé ?» implora-t-elle, la voix étranglée par les larmes. La dispute qui suivit fut un tourbillon d'émotions, une tempête qui fit rage dans chaque pièce de la maison. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi? Où avons-nous mal agi? Ces mots étaient comme des éclats de verre tranchant, perçant la fragile bulle de mon monde soigneusement construit. L'air crépitait de tension, l'odeur de café brûlé persistait du petit déjeuner intact. La dispute fit rage pendant ce qui sembla une éternité, 2, peut-être 3 heures de voix élevées et d'accusations larmoyantes. Puis, les mots qui resteraient gravés à jamais dans ma mémoire.
Je veux récupérer le fils que j'ai élevé. Le poids de ces mots s'abattit sur moi comme un fardeau physique, une couverture étouffante de honte. Je me sentis rétrécir, devenir de plus en plus petit, disparaissant dans les ombres. Je suis monté dans ma voiture, l'intérieur encore chaud du soleil texan, et j'ai commencé le long trajet jusqu'à Orlando. L'endroit le plus heureux de la Terre semblait être une ironie cruelle, un contraste frappant avec la tourmente qui était en moi. J'avais l'impression d'être retourné dans le placard, les murs se refermant sur moi une fois de plus. Les 3 piliers de mon éducation en être bon, faire ce qui est juste et prier, résonnaient dans mon esprit, maintenant teinté de culpabilité et de confusion. L'absence de ce mot précieux, Anak, amplifiait le vide en moi. Après la fin de mon contrat, j'ai pris la fatidique décision de rentrer chez moi, une tentative mal avisée de prouver à mes parents que j'allais bien. Ce faisant, je me suis involontairement enfermé à nouveau, incapable de vivre authentiquement. Cherchant du réconfort et la découverte de soi, je me suis retrouvé de nouveau à New York, attiré par le monde des arts, la seule constante dans ma vie qui m'avait toujours fourni un miroir de mon âme. Je me suis inscrit à un cours de théâtre au cœur de Times Square, un espace chaotique mais vibrant qui pulsait d'énergie. Nous devions écrire un monologue personnel, quelque chose de profondément personnel, quelque chose que nous ne partagerions pas facilement avec un étranger. Le choix était évident, mon histoire de coming out. Chaque monologue était interprété pour un camarade de classe choisi, une seule personne avec qui nous étions censés nous connecter à un niveau profond. J'ai choisi une femme nommée Séraphine. Sa douceur et son sourire chaleureux me rappelaient ma mère, et j'ai réalisé, avec un pincement au cœur, qu'une partie de moi aspirait encore à partager ma vérité avec elle, peut-être même à trouver une forme de guérison. Lorsque le moment de jouer est venu, je me suis tenu sur la petite scène, les lumières vives brouillant ma vision. Séraphine était assise patiemment près de la porte. J'ai eu un trou noir complet. Chaque mot que j'avais soigneusement élaboré a disparu de mon esprit. Dans un moment de panique, j'ai tiré une chaise au centre de la scène, une tentative désespérée de gagner du temps. En m'asseyant, mon regard a croisé celui de Séraphine. Soudain, les écluses se sont ouvertes. Les larmes coulaient sur mon visage alors que les souvenirs revenaient en trombe, le garage, l'expression de chagrin de ma mère, le poids de « être bon, faire ce qui est juste et prier ». J'ai raconté toute l'histoire, les mots jaillissant de moi dans